Pour cette vidéo, je voulais faire des plans dans la forêt, en marchant, en parlant avec vous. Ça faisait comme si on se baladait ensemble et comme ça vous voyez le nouvel environnement dans lequel je vis. Et c'était la semaine dernière quand c'était encore l'automne et maintenant il neige beaucoup. Ça fait 2 jours qu'il neige non-stop et là c'est la journée la plus froide. Il fait -6 dehors. Donc on va éviter la balade podcast. Chin. Salut la tribu, ça fait longtemps. Ah là là, ça fait plaisir de vous retrouver. Comment vous allez depuis tout ce temps? Comment s'est passé votre été, votre début d'automne? Même l'hiver est en train d'arriver là, donc on peut dire que l'automne est quasiment fini. Ça dépend des régions. Moi j'habite à 1000 mètres, donc ça y est, là l'hiver est arrivé. On est fin novembre au moment où j'enregistre. Et j'ai l'impression que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était il y a 2-3 ans, vraiment. C'était au printemps que j'ai enregistré et j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. Et quand je vois aussi les vidéos, podcasts que je postais au tout début de ma chaîne, là, il y a 3 ans, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, vraiment. Je suis plus la même personne. J'ai tellement changé, évolué. Je suis plus la même, mais en même temps, je suis toujours moi-même. Comme dirait Emma Watson. J'aime bien cette phrase. C'est vraiment les évolutions Pokémon, en fait. Où je deviens de plus en plus moi-même, où je me rapproche de plus en plus de mon être profond. Et j'en ai des choses à vous dire, oh là là, j'ai plein de choses à vous partager. Mais avant tout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, tous les trucs de youtubeuses habituelles. Je me demandais d'ailleurs, j'aimerais bien que vous répondiez en commentaire, qu'est-ce que vous faites quand vous m'écoutez? Est-ce que vous marchez, vous dessinez, vous conduisez? Ça, je serais curieuse de savoir. De mon côté, comme vous pouvez le voir, j'ai déménagé, changement de décor, prise d'altitude, gros changement de vie là cet été. J'ai fait beaucoup de travaux, de bricolage, d'installation. C'est encore en cours d'ailleurs. Mais là, ça commence à bien prendre forme. J'ai été bien malade aussi et j'ai rechopé le Covid. J'ai eu le nouveau variant qui fait hyper mal à la tête. C'était sympa. Pour commencer, j'ai envie de vous parler du fait que le déménagement, c'est vraiment un gros bouleversement pour le système nerveux. C'est vraiment plein de changements, plein de nouveautés tout le temps. Avec Étienne, on passe notre temps à faire des choses nouvelles, à apprendre des choses. On apprend à faire plein de choses de nos mains, pour la maison, pour le jardin, pour tout un tas de choses. Et c'est vraiment à la fois très stimulant et nourrissant, et à la fois très fatigant et saturant. On a eu plein de moments de down et d'hyperstimulation, de saturation. Et je trouve qu'on s'en est bien sorti malgré tout ça. On a su s'accompagner, se soutenir, rebondir. Je me sens très privilégiée d'être dans ce lieu que j'adore et où je me sens chez moi. Je crois que je me suis jamais autant sentie chez moi de toute ma vie. C'est précieux. Hop là, on enlève le pull pour être mieux en termes de température. Je me rends compte que d'arriver dans un nouveau lieu où je connais personne, c'est assez activant pour la part de moi qui a honte de là où j'en suis et de mes limitations, de mes handicaps, du fait que je sorte de la norme. Et c'est une belle occasion de rencontrer toutes mes parts, en fait. Celle qui est motivée, qui a envie de créer, qui a envie de rencontrer, qui a envie de continuer de lancer son entreprise et de parler de tout ce que je fais et tout ce que j'aime. Et celle qui se compare beaucoup et se déprécie et qui a appris à avoir honte, en fait. Ce qu'on appelle la honte toxique, c'est la honte qui vient critiquer profondément qui l'on est, en fait. Le fait d'être persuadé d'être une pomme pourrie, d'être une mauvaise personne, qui est très différente de la honte saine, où la honte saine, elle parle de nos actes, en fait. Oui, parfois, on fait des actions qui contribuent pas pour les autres, qui font du mal, et cette honte, elle est au service
de nos relations, de vivre en communauté en fait. Et ça me fait du bien d'avoir le soutien de la communauté Eurise de Camille Thomas pour recevoir de l'empathie, du soutien et de la guidance aussi pour rencontrer mes différentes parts, faire de la distinction, avoir du discernement et voir qu'est-ce qui se joue en moi. Ouais, le fait d'accueillir toutes mes parts, ça permet que quand je vais rencontrer des nouvelles personnes et que je vais me présenter, je vais pouvoir sentir à quel point j'ai envie de me livrer à la personne et que ce soit plus fluide en fait et pas que ce soit en mode prise de tête et conflit intérieur et tiraillement intérieur. Parce que je vous ai parlé de la part qui a honte, mais il y a une part qui est saoulée, qui en a marre de rencontrer les gens principalement par « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Dans la tradition de notre culture, la question du « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» elle arrive extrêmement vite. Et il y a une part qui est vraiment saoulée de s'identifier et de se reconnaître mutuellement uniquement par le faire et par le travail dans cette société. Et elle est saoulée de répondre uniquement en surface, de pas rentrer dans la globalité de tout ce que je fais. Quand je fais ça, elle a l'impression que je porte un masque pour être socialement acceptée et voilà, elle déteste ça. Et en même temps, il y a une part de moi qui a pas envie d'être full transparente et de s'ouvrir en grand à n'importe qui, comme je l'ai beaucoup fait par le passé en fait, de m'ouvrir mais sans prendre le temps de sentir qu'est-ce que ça me fait, est-ce que je me sens safe avec cette personne, est-ce qu'elle a vraiment des capacités d'écoute et d'accueil, ou est-ce qu'elle est en permanence en train d'essayer de me contrôler et de contrôler qui je suis et ce que je ressens. J'ai progressé et c'est aussi toujours un apprentissage en cours de sentir mes limites. Si je savais pas les poser et que je me respectais pas, c'est parce que je les sentais pas. Pour pouvoir exprimer ses limites, poser ses limites de manière alignée et détendue, sans basculer dans la défensive et la réactivité, il faut déjà prendre le temps de les sentir à l'intérieur de soi avec soi en fait, et de s'autoriser aussi à ressentir les diverses émotions associées. Et ça, quand on a du trauma complexe, du stress post-traumatique, qu'on est neuroatypique, qu'on a eu une enfance compliquée, qu'on a vécu de l'adversité ou de la négligence, en fait, quoi que ce soit, de toute façon, on est tous concernés par le trauma. Ça peut être très difficile de sentir ses limites. On peut ne les avoir jamais senties, ne l'avoir jamais appris, n'avoir jamais reçu aussi des personnes qui les respectent, qui les écoutent, parce qu'elles-mêmes ne sont pas en contact avec les leurs. Et c'est le cercle vicieux de la transmission du trauma, vous connaissez. Voilà, donc j'apprends tout ça, je pratique tout ça. Ça fait partie de ce que je fais d'ailleurs et que j'ai envie de plus assumer, que je suis dans un programme continu de connaissance du système nerveux et de guérison des traumas. Et voilà, ça fait partie de ce qui me passionne, de ce qui m'anime, de qui je suis aussi. En plus de la création de contenu, de la transmission sur les réseaux, en plus de la friperie, du personal shopping, de l'accompagnement en style. Moi, j'ai tendance à dire que cette dernière aux nouvelles personnes que je rencontre, parce que c'est ce que je me dis qui est plus socialement accessible, acceptable, compréhensible rapidement. Et puis il y a des gens où vraiment j'ai pas envie de rentrer dans des discussions avec eux sur des sujets un peu plus profonds. Donc voilà, c'est vraiment de sentir la distinction entre la peur et l'anxiété, et quand j'agis par peur et par honte, ou quand j'agis par vraiment un alignement détendu avec mes valeurs et des parts de moi qui sont ressourcées en fait. C'est ça que fait le trauma, quoi. Les parts qui portent des fardeaux, c'est on agit par peur, par urgence, par pulsion, par obligation. Et voilà, plus le temps passe et plus je pratique, plus j'apprends à sentir la distinction entre les deux, quoi, entre ce qui est vie et ce qui est survie. Et changer complètement de vie, déménager, emménager, c'est une très bonne occasion pour ressentir et appliquer tout ça et avoir des situations activantes qui me mettent face à des zones en moi qui ont besoin d'être vues, écoutées, soutenues. Deuxième grand thème que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est un bilan post-diagnostic TSA-TDAH, 2 ans plus tard.
Juste avant de rentrer dans Arise, il y a un peu plus d'1 an, je commençais à vraiment découvrir le fonctionnement du système nerveux, des traumas, de l'attachement, tout ça. Et j'en étais à un point où je me disais, mais est-ce que ça existe, le TSA, le TDAH, ou est-ce que c'est pas juste une histoire de système nerveux profondément dérégulé qui n'a jamais reçu de soutien adéquat et de traumas complexes, traumas développementaux, traumas précoces. Maintenant, j'en suis à un point où les deux coexistent et se complètent et je sens que je suis plus en capacité pour contenir ce qui avant était forcément opposé ou en mode binaire dans ma tête. Et comment je le vois là maintenant ? Je le vois en 2 strates. La strate supérieure, c'est mon diagnostic avec des noms, des papiers, tout ça, des étiquettes. Et ce diagnostic, il est au service de la communication avec l'extérieur. Il sert d'interface de communication et de compréhension avec les autres, avec les institutions, avec le monde en général. Et il me permet de vivre de la reconnaissance de mes particularités et du fonctionnement de mon cerveau, qui est câblé d'une manière différente de ce qu'on voit le plus habituellement, parce que finalement, qu'est-ce qui est normal ? C'est une vaste question. En tout cas, de la norme imposée par la société. Et ça me permet plus de compassion et d'indulgence vis-à-vis de moi-même, parce que Dieu sait que je me détestais, que je me jugeais et que j'étais persuadée d'être inadaptée. Et maintenant, ma critique intérieure, elle s'est beaucoup calmée. Je dis pas que c'est parfait tout le temps et que je suis tout le temps au top de mon estime de moi, pas du tout. Mais j'ai vraiment progressé et ça fait du bien. C'est écologique en énergie en fait, parce que Dieu sait la tonne d'énergie, de fuite énergétique qui partait dans mon anxiété, dans mes auto-jugements, dans mon hypervigilance, dans le fait de m'auto-observer en permanence et d'être hyper dure avec moi-même. J'en parlais dans la vidéo d'avant, je crois que j'apprends vraiment à me reparenter, à devenir un parent pour moi-même et un parent bienveillant, solide, stable, accueillant. Et voilà, c'est tout un art. Donc ça, c'est la première strate. Et il y a la strate en dessous, la strate un peu plus profonde, où les connaissances sur la théorie polyvagale, sur le système nerveux, sur l'attachement, sur les pratiques somatiques, ça va vraiment m'aider concrètement au quotidien, pour vivre. Rien que ça. Parce que le diagnostic, c'est super, mais ça aide pas dans le concret en fait. Ça nomme, ça diagnostique, ça étiquette, ça permet une certaine forme de reconnaissance et de soutien, qui est pas inutile, c'est utile aussi. Mais moi, ça m'apporte rien dans mon quotidien sur comment mieux vivre, comment me soutenir, comment me comprendre. Donc c'est là où tout le travail avec mon système nerveux et les connaissances, le fait d'être système nerveux informé, d'être trauma informé, ça permet de mieux se connaître, de moins avoir peur de son corps, de comprendre de quoi ça s'agit et de savoir que y a un début et une fin en fait dans les processus corporels, énergétiques qu'on va vivre au niveau du système nerveux et comment les accompagner, enfin voilà. Et comment aussi anticiper et réduire la surcharge en fait, sensorielle, émotionnelle, les meltdowns, les shutdowns, tout ça, pour éviter d'en faire tous les 4 matins, parce que en fait je me connais pas, je me comprends pas, je me fuis, je me respecte pas. Voilà, donc tout ça, ça permet du soutien concret, parce que je suis aussi quelqu'un de très pragmatique, en plus d'être très spirituel, si on peut dire ça comme ça, et pour moi ça s'oppose pas en fait. Et ces connaissances et cet accompagnement de mon système nerveux, ça permet de sortir de la fatalité et sortir de la honte toxique. Parce que je me suis longtemps jugée inadaptée. Maintenant, je sais et je sens que le cerveau, il est plastique, que je peux créer de nouvelles connexions. En fait, je peux l'accompagner à créer de nouvelles connexions,
que je peux accompagner mon système nerveux à trouver et à utiliser le chemin du ventral, qui est le chemin qui nous permet de se sentir en sécurité, en connexion, en ouverture, en confiance et d'agir dans notre vie et dans nos relations au service de nos valeurs et voilà, de construire la vie de nos rêves en fait, versus les chemins du sympathique et du dorsal qui sont les chemins de la survie, de la protection, de la préservation, qui sont très utiles, mais moi j'étais en permanence là-dedans. Quand on ressent de l'anxiété, c'est qu'on est là-dedans et que notre système nerveux, il est coincé dedans en fait, et qu'il n'a jamais appris à utiliser le chemin du ventral. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend normalement quand on est tout petit, par la co-régulation via des figures d'attachement sécurisées et sécurisantes. Et ça, c'est pas quelque chose de mental hein, que je vous dis, c'est pas le mental qui va choisir et décider qu'on est tout le temps en mode survie. Non, vous le voyez bien, si vous avez de l'anxiété, des crises d'angoisse, de la déprime, des croyances limitantes que vous sentez freiner à plein d'endroits dans votre vie, c'est pas un choix conscient et décidé où vous êtes en mode « ouais, youpi !» Souvent, même, ça nous saoule. Il y a des parts qui peuvent se sentir freinées, frustrées, saoulées de ces mécanismes-là. Donc c'est bien quelque chose de physiologique. Et la physiologie, on peut s'éduquer à la connaître et elle s'accompagne. Je repense j'ai été dans un groupe sur les réseaux dédiés à l'autisme et ça me tirait vachement vers le bas en fait d'être sur ce groupe. Et en plus, j'ai été jugée, catégorisée. Voilà, il y a des aspects de moi qui les faisaient réagir fois 1000, desquels ils avaient très peur. L'aspect de la CNV, l'aspect énergétique, tout ça, il fallait pas en entendre parler. Donc voilà, il y a plein de moments dans ma vie comme ça où je me disais « Ah, youpi, je vais être avec des gens un peu comme moi, un peu sur la même longueur d'onde. » Et en fait, très vite, je me trouve limitée dans ce qui est possible. Voilà les deux différentes strates par lesquelles je vois mon diagnostic. Il y a l'étage de mon diagnostic officiel et il y a l'étage en profondeur de tout ce que j'apprends concrètement qui m'aide à me rendre la vie plus belle au quotidien. Ça m'amène au troisième grand thème que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui m'a aidé concrètement ces derniers mois, cette année, dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon corps, dans mes émotions. La première chose qui a été très importante, c'est les réflexes archaïques. C'est une thérapie courte qui va de 4 à 6 séances. Donc c'est vraiment une thérapie corporelle, hein. C'est basé sur les mouvements du corps, les positions statiques, voilà. Elle me fait faire différentes choses et elle voit qu'est-ce qui est intégré, qu'est-ce qui est en cours d'intégration et qu'est-ce qui n'est pas intégré. Et en fait, les réflexes archaïques, c'est ces différents mouvements qu'on est censé faire in utero, pendant l'accouchement et quand on est en bas âge, qui vont venir influencer énormément de choses dans la vie, pour pas dire tout, qui vont influencer le développement cognitif, le développement moteur, les apprentissages, la sécurité intérieure, l'intelligence émotionnelle, relationnelle, enfin vraiment absolument tout dans la vie va être influencé par si on a pu bien faire ces réflexes ou pas. Et après, les quelques séances d'après, on va faire de manière accompagnée par la thérapeute différents mouvements. Et elle va tester avant et après nos réflexes, en fait, comment le corps se comporte avant. Ensuite, on fait les mouvements. Comment le corps réagit après à différentes stimulations, tout ça. Enfin, c'est vraiment passionnant. Je vous recommande, si ça vous intéresse, le travail de Lucas Bourguignon. Il vient de publier un livre, d'ailleurs, que j'ai très envie d'acheter, qui s'appelle « Le pouvoir incroyable des mouvements primordiaux. Explorez vos réflexes archaïques pour soulager tension chronique, anxiété, hyperactivité, raideur, maladresse, etc. » Et moi, je me souviens à chaque fois que je sortais de mes séances, de ressentir tellement de compassion pour moi et pour tous les êtres humains, et en particulier pour les neuroatypiques, parce que je sentais que j'avais pas les fondations, en fait. Qu'en tant que neuroatypique, on n'a pas les fondations structurelles, corporelles, physiologiques, qui nous permettent d'être nous-mêmes, de relationner, de se sentir en sécurité,
de construire la vie qu'on veut, d'apprendre fluidement, de se concentrer facilement. Enfin, je le sentais vraiment dans mon corps, en fait. Surtout les 2 premières séances, c'était très net. Je me souviens la sensation, dès la fin de ma 2e séance, j'ai senti que j'atterrissais dans mon corps. C'est difficile à décrire parce que c'est vraiment une sensation, mais d'un coup, j'avais l'impression d'être enfin réveillée, les yeux ouverts, et beaucoup plus en contact avec mon corps, en fait, avec mon ancrage, avec de la vie à l'intérieur. Alors que avant, pendant 33 ans, maintenant je viens d'en avoir 34, je sentais que c'était toujours un peu décalé et flou et où j'étais pas à l'aise, quoi. Et là, ce qui m'a vraiment frappée, c'est la joie de vivre que j'ai sentie, en fait. L'envie de vivre que j'ai sentie à ce moment-là. J'étais en mode waouh! Ça m'a fait réaliser à quel point je la ressentais rarement, en fait. Pas à ce point-là. Et pourtant, j'étais pas en dépression. J'ai eu des périodes de dépression dans ma vie, mais c'est vraiment une histoire d'état, en fait. Encore une fois, d'état du système nerveux, d'état profond corporel. Et là, voilà, je sentais que les mouvements que j'avais faits, ça me permettait de connecter à cette énergie de vie, à cette ressource qui était là, mais auquel j'avais pas accès, parce que j'avais pas les fondations physiologiques. Point. En fait, faut pas chercher midi à 14h, c'est aussi simple que ça. Et parmi les effets assez puissants que j'ai vus rapidement, ça a été les effets sur mon sommeil. Depuis les séances de réflexe archaïque, j'ai un sommeil beaucoup plus profond, beaucoup plus réparateur. Et ça, j'avais jamais connu dans ma vie, en fait. Absolument jamais. J'ai toujours fait beaucoup d'insomnie, j'ai toujours ressenti beaucoup d'anxiété avant de me coucher. Et j'utilise beaucoup la fuite de cette anxiété via le scrolling, via les écrans, les réseaux sociaux. Et là, les mois d'après, j'ai senti que même quand je faisais des insomnies, avant et après mon insomnie, quand je dormais beaucoup plus profondément. Et je me réveillais plus en forme, plus fraîche, plus prête à affronter ma journée. Alors que avant, pendant 33 ans, j'ai pas souvenir de m'être vraiment réveillée le matin en me sentant vraiment reposée, quoi. Je savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était de bien dormir, de se réveiller fraîche. Et encore une fois, ça, c'est vraiment une question de système nerveux. C'est que le sommeil, c'est la position la plus vulnérable. C'est l'état le plus vulnérable du système nerveux. Donc en général, c'est la chose qui se guérit en dernier. Parce qu'il faut vraiment, vraiment beaucoup de sécurité intérieure, physiologique, pour avoir un bon sommeil. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Le sommeil, de manière naturelle, un enfant, il met à peu près 6 ans à vraiment construire sa sécurité avec le sommeil, à développer son sommeil en fait. Et cette société, on le voit, elle est clairement pas faite pour soutenir les enfants et les parents et les gens qui s'occupent des enfants. Et on va les pousser à le plus vite possible se séparer d'eux, les laisser dormir seuls, qu'ils fassent vite leur nuit. Enfin, il n'y a aucune conscience, encore une fois, de la physiologie, des lois naturelles du développement d'un petit être humain et de son système nerveux, une fois de plus, qui est à la racine de tout. Donc parmi les multiples guérisons et reparentages que je suis en train de faire, je suis en train d'apprendre à dormir. Voilà. Vaut mieux tard que jamais, parce que moi, dans ma famille, il y a beaucoup d'insomniaques. Et voilà, c'est vraiment un mal qui se transmet, quoi, une anxiété profonde, une insécurité profonde qui se transmet de génération en génération. Et plus on remonte, pire c'est. Voilà, donc c'est chouette de voir que ça bouge. Et puis là, récemment, j'ai fait une séance d'IFS et de Somatic Experiencing, les deux regroupés, sur le thème du sommeil, où on a accompagné différentes parts de moi autour de ce sujet-là et de ce que j'ai vécu dans la petite enfance, et voilà, de ramener de la présence et de l'écoute et de la sécurité et de la ressource dans ces endroits-là. Et depuis, ça fait une dizaine de jours, je dors plus profondément que jamais. Alors que là, ces derniers mois, j'ai retraversé une phase avec beaucoup d'insomnie
Et je vois que c'est beaucoup en lien avec la mémoire implicite, en fait. Elle est implicite, elle est automatique. Le fait de déménager, d'être dans une nouvelle maison, ça va venir toucher plein de choses de la mémoire implicite et de ce que j'ai vécu dans la maison dans laquelle j'ai grandi et des insécurités que j'ai pu y vivre. Et voilà, je sens que ça, encore une fois, quand il y a l'espace et la capacité, le système nerveux fait ressortir des choses pour qu'on les ressente en sécurité et en accompagnant, en soutenant, en ressourçant. Voilà, mais c'était périlleux là, parce que j'ai eu plusieurs moments d'abattement en me disant « Ah mais merde, je pensais que mon sommeil, ça allait aller mieux, je pensais que j'étais enfin libérée et non, ça rechute !» Et comme quoi, une fois de plus, ça me montre que la guérison, ça se passe par cycle de contraction-expansion. Et l'expansion, elle est plus agréable et plus socialement acceptable que la contraction. Les périodes de fatigue, d'abattement, où on a juste envie de rester en boule sous la couette, ça c'est moins socialement accepté que les périodes où on a plein d'énergie, plein de créativité pour faire dans la matière. Mais les deux font partie de nous, de la nature, du rythme organique humain. Et la guérison ne coupe pas à ces lois naturelles. Encore une fois, c'est un éternel apprentissage. D'abord, j'ai une phase où je lutte et après, je me rappelle et je vois et j'utilise mes connaissances et je vais vers mes ressources. Et là où ça progresse, en fait, c'est ça la régulation, c'est que le temps entre le mode survie pilote automatique et revenir à la vie, au présent, à notre pouvoir de choix, à notre self, à notre adulte et à nos ressources, ce temps-là, il se raccourcit de plus en plus. Avant, je pouvais me traîner des mal-être sur des jours, des semaines, des mois, voire des années. Et maintenant, certains mal-être, certains sujets, certaines parts de moi, certaines activations, mais je vois que ça va tellement plus vite en fait entre le moment où, paf, je réagis et le moment où je me dis « Ah oui, en fait, il y a telle part, ok, j'écoute, ok, tel besoin, ok, je vais vers mes ressources, ok, je fais le deuil de ça, ok, je demande du soutien, etc. etc. » Et la dérégulation, le système traumatisé, c'est pas un système mal adapté. Ça, c'est vraiment très important. Ça a été une grosse réalisation pour moi et je le dis pour le réentendre et aussi pour vous, parce que tout ce que je partage, comme vous le savez, c'est pas juste pour raconter ma vie, c'est aussi pour créer des espaces de reconnaissance et de résonance. Quand on a des traumas, quand on a des réactivités, quand on passe en mode survie, c'est le système nerveux qui est intelligent et qui est brillant et qui fait ce qu'il a toujours fait pour nous protéger et qui a développé ses stratégies à des moments où il y avait zéro soutien. Il n'y avait aucun soutien. C'est pour ça que maintenant, elles peuvent paraître extrêmes, sauf que maintenant, on a du soutien. On a des moyens, on a du pouvoir, on a un corps d'adulte, et c'est ça que petit à petit, on va lui montrer par ce travail-là et par la répétition, en fait. Plus on répète cette présence, cette écoute, plus nos parts, elles vont se détendre, elles vont nous faire confiance, elles vont savoir qu'il y a quelqu'un et elles vont réagir de manière moins extrême et moins défensive. Et on va plus pouvoir faire équipe à l'intérieur. C'est vraiment de la médiation intérieure, en fait. Voilà, donc si tu m'écoutes et que, comme moi, il y a plein de fois où tu t'es jugé inadapté, en échec et où tu t'es vraiment blâmé pour qui tu es profondément, sache que ton corps est intelligent, ton système nerveux est intelligent et tes parts agissent toujours pour te protéger. Même si leurs stratégies actuellement sont délétères, au fond, elles ont toujours l'intention de protéger la vie. Donc après, c'est toute une question de prendre sa responsabilité, de se regarder, de se rencontrer avec courage et de se rééduquer et de se comprendre avec bienveillance, compassion, patience et engagement. Voilà. Et c'est tout un art aussi de à la fois respecter sa capacité, être patient
et en même temps rester engagé sur le chemin et de trouver le juste équilibre entre les deux. Ça aussi, c'est tout un travail pour moi. À la fois, j'apprends à sentir mes limites, à me respecter, à pas me forcer, et en même temps à pas partir dans un autre extrême de je fais plus rien et je dis non à tout et je vois plus personne et j'ai peur de la moindre source d'activation et j'essaie de contrôler tout le monde autour de moi. Non, je reste engagée, je mobilise mon courage, j'invoque le self avec ses qualités de courage, de compassion, de clarté, de connexion, de curiosité, etc. Et je continue de show up, comme on dit en anglais, j'aime bien ce terme, quoi, de me montrer, si on le traduit textuellement, c'est vraiment, je continue de toujours revenir à moi, revenir à mes parts, leur montrer que je suis là, montrer que j'ai un corps d'adulte, les pratiques somatiques, les pratiques corporelles, c'est vraiment tellement aidant. C'est pas possible de guérir sans le corps, en fait. Enfin, maintenant, je ne peux plus faire de pratiques thérapeutiques, de guérison, tout ce que tu veux, sans qu'il y ait vraiment une approche somatique, corporelle et surtout système nerveux informé. Ça, c'est très important parce que sinon, on peut être dans des pratiques du genre juste j'observe mes sensations et je les regarde et je fais rien et je reste là à les regarder. Si on s'arrête là, ça peut nourrir encore plus de dérégulation en fonction de l'état de notre système et de nos traumas. Ça peut être aidant à certains endroits, mais il n'y a pas que ça non plus. Et ça peut aussi être j'ai peur de moi en fait, j'ai peur de moi, de mes réactions, de mon corps et je suis complètement verrouillée et coupée et j'essaye de tout contrôler en moi et dans les comportements des autres aussi parce que sinon ça me fait miroir de ce que je m'autorise pas ou de ce que j'accueille pas chez moi et voilà, il y a les deux extrêmes quoi. Ça peut partir dans de la fuite spirituelle comme dans du verrouillage total. Les deux ne sont pas aidants en fait. Tout ce qui est extrémiste de toute façon n'est pas aidant. Je pense qu'on l'aura tous remarqué à un moment ou à un autre dans notre vie. Et voilà, c'est toujours cette histoire de retrouver un juste milieu. Dans ce qui m'a aidé très concrètement ces derniers temps aussi, c'est l'ostéogynécologique pour les personnes qui ont, comme moi, de l'endométriose avec des douleurs abominables. Et ça a été life-changing, vraiment. Ça m'a énormément aidé, l'approche du périnée, en fait, et d'aller s'occuper et détendre ces zones-là. Et j'ai réalisé à quel point tout le bas-ventre, le bas de mon dos et la zone génitale, c'était vraiment bourré de tension et de contractures et je savais pas que ça pouvait être plus détendu, en fait. Voilà, et là, c'est vraiment, en plus, physiquement, l'endroit où on se crispe quand on a peur, quand on sursaute, quand on a de l'anxiété. C'est un endroit qui contient beaucoup le trauma, parce que le trauma, c'est de l'énergie de survie qui est restée coincée, qui n'a pas pu aboutir sa course, d'un point de vue physiologique. Et la chiropraxie aussi, là, j'en ai découvert une nouvelle qui m'a énormément soulagé mes douleurs d'endométriose pendant les règles, mais de manière très grande en fait. Rarement j'ai été soulagée à ce point. Là, ça fait 2 cycles que j'ai des cycles beaucoup moins douloureux. Alors, je suis éclatée de fatigue pendant 3 jours, je suis au lit, mais je suis pas en train d'agoniser et d'avoir l'impression qu'on m'arrache les entrailles et que j'accouche de partout et que j'ai envie qu'on m'achève ou qu'on me mette une fucking péridurale tellement j'ai mal. Et à faire des malaises et à avoir la nausée. Enfin voilà, c'est un enfer. Et c'est ça aussi que je veux dire pour celles qui m'écoutent et qui vivent ce niveau de douleur, c'est que t'es pas seule déjà et ton expérience, elle est valide et t'as le droit d'avoir du soutien et de la reconnaissance pour ce que tu vis. Et je te le dis aussi parce que moi, j'aurais adoré qu'on me le dise beaucoup plus tôt, parce que j'étais dans le déni, je voulais pas admettre que j'avais potentiellement de l'endométriose, parce que pour moi, c'était être faible, et c'était trop anxiogène de l'admettre, et aussi parce qu'il y avait vraiment un manque de soutien systémique. Ça commence doucement maintenant à être vraiment reconnu comme une maladie chronique
c'est reconnu à la MDPH. Donc je l'ai rajouté à mon dossier et ça fait du bien parce que c'est pas juste des petites douleurs en fait, c'est pas normal. Si vous êtes une femme, vous l'aurez sûrement remarqué que souvent on est moins écouté, on balaye beaucoup plus vite nos témoignages, nos douleurs dans le milieu médical. Et voilà, il y a un peu ce truc de dévalidation et d'hystérie, hein, encore une fois le trauma passé de la femme est jugée hystérique, elle est jugée sorcière, elle est jugée traînée ou tout ce que tu veux pour continuer d'être dans le déni et d'être bien au chaud, au calme dans ses privilèges et de pas voir la violence systémique en fait qu'il y a derrière. Et ça, ça peut vraiment faire beaucoup de mal en fait, ce déni systémique. Et moi, ça a beaucoup retardé ma prise en charge en fait. Le fait de pouvoir recevoir vraiment du vrai soutien ajusté, ça fait que depuis le début d'année, en fait, ça fait à peine 1 an que j'ai droit à des anti-inflammatoires ajustés à mon niveau de douleur, en plus des antidouleurs que je peux avoir que sur ordonnance parce qu'ils sont très puissants. J'ai passé un IRM, j'ai eu un diagnostic officiel, je sais où est-ce qu'elle est. Moi, elle est entre mes intestins et mon utérus, donc c'est aussi pour ça que j'ai des problèmes intestinaux, en plus du burn-out qui a un impact là-dessus, parce que c'est pas juste une grosse fatigue passagère, le burn-out. Non, c'est un effondrement hormonal très intense. Et puis en général, il survient parce que les déséquilibres, ils se sont construits avant pendant des années. Si mon témoignage peut servir à ce que vous fassiez pas comme moi et que vous n'attendiez pas 10 ans avant de faire une démarche diagnostique pour avoir du vrai soutien pour vos douleurs d'endométriose, amen, j'en suis ravie. Et une autre approche qui m'a fait beaucoup de bien, que j'ai découverte récemment, je l'ai reçue en cadeau pour mon anniversaire, c'est un massage en drainage lymphatique. Et je suis sortie de là en me sentant hyper légère, hyper détendue, hyper dégonflée. Mes pantalons me serrent beaucoup moins. Et ça, pareil, quand on a vécu un burn-out, de par l'effondrement hormonal, de par la thyroïde qui fonctionne mal, on peut prendre du poids et d'ailleurs pas savoir comment ça se fait que juste on prend du poids et gonfler, avoir de la rétention d'eau, des gonflements, un manque de circulation de la lymphe. Dans notre corps, pour bien fonctionner, comme vous le savez, il y a le sang qui circule bien grâce au battement du cœur et il y a aussi la lymphe qui, elle, n'a pas de muscle qui la fait circuler en fait. Elle circule uniquement par le mouvement, d'où l'importance de bouger, ne serait-ce que le minimum syndical par jour, même si c'est pas beaucoup et qu'on est très fatigué, qu'on a des handicaps, des douleurs, tout ça, mais ne serait-ce que faire des mouvements doux. J'essaye d'y penser jour après jour et de commencer petit pour pas être trop submergée et arrêter parce que j'ai pris trop gros. Et là, j'ai commencé les automassages matinaux en drainage lymphatique. Et ça prend 5-10 minutes et je sens que ça m'aide à commencer ma journée plus légère, avec un petit peu plus d'énergie. Et il y a des choses qui ressemblent au Qigong aussi, donc voilà. C'est intéressant de voir les ressemblances et les complémentarités des différentes approches. En tout cas, si comme moi, vous avez vécu un burn-out, que vous avez des problèmes circulatoires, des problèmes hormonaux, des gonflements, des prises de poids, le drainage lymphatique, je recommande. Voilà, ça c'est mes découvertes de cette année. J'espère que ça vous aura aidé, inspiré. Si vous m'avez écouté jusque-là, merci d'être resté jusqu'au bout. Sur YouTube, c'est très important le watch time, donc vraiment merci. N'hésitez pas à commenter, à liker. Ça aide beaucoup aussi à la visibilité de ce que je partage. Et voilà, moi je suis contente de vous avoir retrouvé. Maintenant que je commence à retrouver tout doucement un peu plus d'ancrage et de repères et de temps, j'espère que je pourrai faire des vidéos un peu plus souvent. J'aimerais bien en tout cas. Et j'aimerais faire des vlogs, montrer la belle nature qui m'entoure. Et j'ai voulu pendant quelques minutes, plutôt quelques jours, filmer toute la partie travaux, la partie aménagement, décoration, tout ça.
C'est quelque chose que j'adore, dans lequel je suis douée, que je prends plaisir à faire, d'aménager de manière fonctionnelle, harmonieuse, ressourçante pour les yeux, pour le cœur, pour le système nerveux. Mais faire tout ça en plus de filmer, c'était pas possible, c'était beaucoup trop. Et pourtant, Dieu sait que j'adore les vlogs de déménagement, emménagement, installation, décoration, tout ça, travaux. Je trouve ça hyper inspirant. Mais j'étais pas à un endroit où je pouvais le faire moi-même. À part en story Instagram, pour les gens qui me suivent là-bas, si c'est pas le cas, allez me suivre sur @mystique.atypique et @décore-ton-temple, tout accroché. Mes deux comptes, où là, en story, ça permet de montrer facilement un peu plus de choses du quotidien. Voilà. Et merci d'avoir passé ce temps avec moi. Je te souhaite tout de bon dans ta vie. Prends bien soin de toi et de tes proches. Et puis, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!